Magritte, êtes-vous Fantomas? C'est une très belle question, parce que vous paraissez croire que je puis être Fantomas. Mais si je pense à Fantomas, je pourrais dire que je suis Fantomas d'une certaine manière. Mais on peut être autre chose que soi-même de deux façons. En le croyant vraiment, comme un fou, par exemple, qui se croirait Fantomas lui-même, ou bien, comme je crois pouvoir dire, un poète qui pense Fantomas. Et cette pensée n'est pas imaginaire, c'est une pensée réelle. Alors, comment puis-je répondre? Bon. Je sais que je ne suis pas Fantomas, mais quand ma pensée pense Fantomas, elle est Fantomas. Nous allons essayer d'en savoir davantage quand même. Il paraît, c'est ce qui est dit dans le livre, que vous êtes un peu réfractaire aux souvenirs d'enfance. Et Patrick Walberg, cependant, évoque quelques-uns de ces souvenirs qui semblent vous avoir marqué. Ils sont au nombre de 3. Est-ce que vous pourriez nous les citer? Oui, le premier souvenir que j'ai de ma vie, c'est celui d'une caisse qui se trouvait auprès de mon berceau. Peut-être ai-je d'autres souvenirs antérieurs, mais c'est le premier souvenir dont je me souvienne. Il y a la fameuse histoire aussi d'un ballon captif, qui n'avait plus été captif et qui est venu s'échouer sur le toit de votre maison. En effet, et j'ai vu donc des ballonnistes, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, qui descendaient l'escalier en traînant ce ballon, enfin. Et ce ballon est venu se dégonfler sur le toit de la maison. Oui, c'était une image assez hallucinante. Il est atterri là, mais je ne sais pas dans quelle il y a un troisième souvenir qui, lui, me semble beaucoup plus net, beaucoup plus important. Ce sont vos jeux d'enfants, vos jeux interdits, je dirais presque, dans un cimetière, plus exactement dans les caveaux d'un cimetière. Oui, en effet, je passais des vacances dans une petite ville à Soigny, précisément, où il y avait un cimetière désaffecté. Et il y avait une petite fille, enfin, que je rencontrais là, et nous jouions parmi les tombes, nous descendions dans les caveaux. Et au sortir de ces tombes, vous avez rencontré un peintre. Un jour, j'ai vu un peintre qui besognait, n'est-ce pas? Et ça m'a fait beaucoup d'impression. Enfin, ce sont 3 souvenirs assez empreints de mystère. Est-ce que vraiment ils vous ont marqué? Je crois que j'avais vraiment un sentiment du mystère. Et je pense que tout enfant qui voit pour la première fois le monde doit avoir ce sentiment nécessairement, puisque c'est de l'inconnu pour lui. Vous aimiez le mystère étant très jeune, vous aimiez l'aventure. D'ailleurs, je crois que vos lectures le prouvaient suffisamment. Vous aimiez Fantomas. Vous aimiez aussi un certain détective américain, un certain Nick Carter. Ah oui, Nick Carter, et notre Pinkerton, bien sûr. Est-ce qu'il y a une influence dans votre œuvre, par exemple, de ces personnages? Je ne crois pas, parce que le mystère dont il s'agissait dans ces livres est un mystère à clé, enfin un mystère qui peut avoir une solution. Oui. Or, s'il s'agit de mystère dans mon œuvre, il s'agit d'inconnaissable. Ce qui est très curieux, ou qui peut paraître curieux, c'est qu'au fond, ce soit les littéraires qui vous aient influencé et non les peintres. Ah, je ne sais pas non? Si j'ai une influence littéraire. Il se fait que j'aime ce qui s'écrit et qui me touche, et j'aime aussi certaines images peintes, j'aime aussi la musique, j'aime beaucoup de choses, mais je ne crois pas que ce soit des influences directes, enfin. Quand vous avez quitté la province pour la capitale, c'était pour suivre les cours de l'académie à Bruxelles. Oui. Vos parents avaient accepté ça de gaieté de cœur. Mais oui, il n'y a pas eu d'opposition. Comment était l'enseignement à ce moment-là à Bruxelles, à l'académie? Mais
la salle, le cours que j'ai suivi d'abord était un cours de dessin donné par un vieux monsieur très sérieux, Van Damme, je ne sais pas si on se souvient de ce nom. Et là, j'ai appris à dessiner, ce qui me paraît extrêmement important pour un peintre. Apprendre à dessiner est absolument indispensable, autant que pour un écrivain, apprendre la grammaire, par exemple. Est-ce que c'était un enseignement de qualité? Ah oui, c'était un enseignement très sérieux, où il ne s'agissait que d'apprendre à dessiner. Alors, avec ce cours-là, il y avait ceux de littérature donné par Écotte, et puis des cours d'anatomie, de perspective, enfin, tout ce qu'un peintre doit un peu connaître. Dans l'étonnant livre que nous donne Patrick Valberg, il parle de vous à l'armée et il vous traite de carottier de tir au flanc, c'est vrai? Ah oui, ça, je dois dire que aller à l'armée, enfin, ce n'était pas beaucoup de mon goût. Enfin, j'ai usé autant que possible de mes premiers talents de peintre pour séduire les officiers, ce qui me privait de beaucoup de corvées et d'exercices. Vous avez fait alors là le portrait d'un de vos supérieurs? En effet, oui. Pour échapper à certaines corvées? En effet. Le portrait du commandant, c'est ça? Portrait du commandant ou du capitaine, je ne sais plus très bien. Nous allons passer maintenant, Magritte, à des points importants de votre carrière. Oui. C'est la rencontre notamment avec Pierre Bourgeois. Je crois que Pierre Bourgeois vous a montré un jour des œuvres futuristes qui vous ont marqué très fort. Oui, en effet, c'était après mes cours de l'académie que j'ai rencontré Pierre Bourgeois et il m'a montré des tableaux, des reproductions de peintures futuristes qui étaient pour moi tout à fait inconnues et ça m'a fait énormément d'impression. Un autre choc, vous le devez, je crois, à cet étonnant personnage qu'est Marcel Lecomte. Marcel Lecomte est venu un jour vous montrer une œuvre de Chirico, non? Ah oui, là, vraiment, la rencontre a été plus grande et plus importante qu'avec les futuristes parce que les futuristes s'occupaient en somme de rechercher une manière originale de peindre, alors que Chirico ne s'inquiétait pas d'une manière de peindre, mais de ce qu'il faut peindre, ce qui est très différent. C'était le chant d'amour, ce fameux. C'était le chant d'amour, en effet, un très beau tableau. Vraiment, Chirico vous a inspiré à ce moment-là à tourner une sorte de commutateur et à déclencher quelque chose. Oui, il y a eu une rencontre exceptionnelle. En fait. Et alors, je crois que vous vous êtes mis à peindre à tour de bras à ce moment-là. Ah, j'ai peint, oui, mais je ne pouvais pas peindre comme Chirico, ou Chirico plutôt. Je cherchais quelque chose à peindre, n'est-ce pas, à l'exemple de Chirico, mais il ne fallait pas peindre ce que Chirico peignait. Mais le fait est qu'en quelques années, vous avez tout de même signé de nombreuses toiles, et je pense à cette exposition qui s'était tenue à la fameuse galerie Le Centaure. Il y avait tout de même 50 ou 50, oui, 50 60 toiles signées Magritte. Oui, c'était la première exposition que j'ai faite et qui représentait vraiment ce que je considère de valable dans mon travail. On peut considérer que la toile qui avait pour titre, qui a d'ailleurs toujours pour titre, Le Jockey perdu, est vraiment la première toile importante de Magritte. Oui, c'est la première toile que j'ai vraiment peinte en ayant le sentiment que j'avais trouvé ma voie, si on peut employer ce mot. Est-ce que ce Jockey perdu, pour vous, est une sorte de manifeste, par exemple? Non, ce n'est pas un manifeste, c'est une manifestation. Il y a une nuance, évidemment. Une manifestation qui me semble valoir beaucoup quant à moi, enfin. Nous voyons ce Jockey perdu derrière vous, et on voit déjà les fameuses balustres que nous retrouverons par la suite, mais nous en reparlerons si vous voulez bien. Nous voyons ce Jockey perdu derrière vous, et on voit déjà les fameuses balustres que nous retrouverons par la suite, mais nous en reparlerons si vous voulez bien. Nous voyons ce Jockey perdu derrière vous, et on voit déjà les fameuses balustres que nous retrouverons par la suite, mais nous en reparlerons si vous voulez bien.
Mais je voudrais vous demander, Magritte, quelle était à cette époque votre préoccupation première? Je pense à la trahison des images. Quelle était la préoccupation? La trahison des images est le titre d'un tableau Oui. représentant une pipe et sous laquelle se trouve une inscription. Ceci n'est pas une pipe. Moi, je ne vois rien de paradoxal dans cette image, car l'image d'une pipe n'est pas une pipe. Il y a une différence. On ne peut pas dire que c'est nier l'évidence. Ah, c'est évident. C'est évident que l'image d'une pipe n'est pas une pipe. Peut-être, ça pourrait-il paraître simpliste, mais néanmoins, ça cause un choc aux personnes qui ne pensent pas à cette évidence. Il y a une autre toile aussi un peu du même genre, une toile que j'appellerais multiple, où on trouve six dessins, 6 tableaux avec des sous-titres qui peuvent paraître étranges. Oui, là, il s'agit d'appeler des images d'objets par d'autres noms que ceux qu'on leur donne d'habitude. Et c'est une expérience qui me semble efficace. En effet, si je représente comme dans cette image... Mais par exemple, une chaussure et vous indiquez la lune. Oui, si j'appelais cette chaussure, je ne crois pas avoir fait quelque chose de très intéressant. Quelles étaient les réactions du public? Ah, mais les réactions du public sont, comme d'habitude, la moquerie, ou bien l'incompréhension, ou la fureur. Les hommes n'aiment pas ce qui ne s'explique pas. Mais les hommes, non, ils aiment leurs habitudes, et peut-être ont-ils raison, je ne sais pas. C'est à cette époque-là, l'époque du Centaure, je crois qu'on peut dire que René Magritte devient Magritte. En effet, c'est à partir du Jockey perdu que j'ai fait le premier tableau que j'estime valable. Vous en avez fait d'autres à ce moment-là et le public semblait un peu mécontent. Est-ce que pour vous c'était par exemple une sorte de viol, de viol du public? Oui, notez bien que en fait le public était provoqué, mais mon intention n'était pas de le provoquer. À cette époque, je crois que ce n'est pas un secret, vous connaissiez la gêne. Vos tableaux ne se vendaient pas ou très mal. Je crois que la critique en est responsable en partie. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en 1930, quand le Centaure a fait faillite, un grand nombre de vos toiles ont été rachetées par un ami qui était Mézens. Oui, on a fait une vente forcée du Centaure et parmi les tableaux vendus, il y avait assez bien de mes tableaux qui ont été achetés par Mézens. Mézens, ça me fait penser à une célèbre société qui est la Société du Mystère. Qu'est-ce que c'était que cette société, que ce groupe assez étonnant? Mais nous étions quelques amis. Il y avait Mézens, Paul Nouget, Lecomte, Souris, Skutner, et nous pensions de même, enfin, relativement à la société, à la grande société. Nous pouvions paraître un peu secrets et on pourrait nous appeler des amis du mystère. Vous vous épauliez en quelque sorte devant l'adversité Ce n'est pas s'épauler, mais se comprendre. Nous nous comprenions et nous recherchions tous, enfin, ce qu'on pouvait dire qui soit inconnu encore. Est-ce que vous compreniez par exemple avec les surréalistes de Paris, avec le groupe de Paris? Quelles étaient vos relations? Mais elles étaient nécessairement très bonnes puisque nous avions les mêmes préoccupations qu'eux. Seulement, étant donné leur nombre, ils pouvaient faire d'autres manifestations que nous. Ils avaient d'autres moyens que nous pour implanter cette idée du surréalisme. Les idées étaient semblables?
Oui, dans l'ensemble. Le caractère était peut-être différent. Seulement, eux aimaient assez la provocation pour elle-même. C'est en cela qu'il y a peut-être qu'il y aurait une différence. René Magritte, venons-en maintenant à votre œuvre proprement dite. La première chose qui frappe, c'est l'unité qu'on y trouve. Tantôt, en parlant du Jockey perdu, je parlais des balustres. Eh bien, ce sont, je ne sais pas si on peut employer le mot de thème qu'on retrouve, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce mot-là. Ah, je n'aime pas ce mot de thème, Par quoi faut-il le remplacer? mais des figures. Ce sont des figures. Eh bien, on retrouve très souvent les mêmes figures. Oui, Prenons par exemple les rideaux. oui, les fameux rideaux. Ou bien, par exemple... Quelle est la raison des rideaux, par exemple? Pourquoi les retrouve-t-on? parce qu'ils existent. Oui. Je ne peux vraiment montrer que des choses qui existent. Oui, mais d'autres choses existent également et qu'on ne retrouve pas avec une même fréquence. Mais mon clavier est assez limité, comme celui de tout le monde. Oui. Je ne vois que des rideaux, des arbres, le Les ciel. grelots, les fameux grelots, d'où viennent-ils? Eh bien, ça, ce sont les grelots, les sortes de sonnettes qui sont pendues au cou des chevaux. Oui. C'est un souvenir de jeunesse aussi, ça. Ah, non, je Non? ne crois pas. Pas plus que les rideaux. Enfin, ce sont les choses que je vois dans le monde et que j'unis de telle sorte, enfin, que l'image que j'obtiens ne soit pas indifférente, qu'elle soit inconnue autant que possible. Le ciel aussi a grande importance chez vous, le ciel, les nuages. Ah, mais oui, le ciel, nous le voyons toujours, enfin. On ne peut pas imaginer, on peut imaginer de vivre sans jamais voir le ciel. Le ciel mais avec ses roches, par il exemple, vaut mieux ne pas y penser. ses rochers. Eh bien oui, la Angèle pierre Garcia. est aussi un être, qui a de l'importance pour moi. Une importance particulière? Mais peut-être bien parce que je dirais que la pierre ne pense pas. Alors que les autres choses, un meuble ou une maison, étant donné qu'elle a été faite par l'homme, il y a un peu de pensée Ça vous dérange? qui s'y attache. Ça ne Oui. me dérange pas nécessairement. Seulement, je ne voudrais pas que ces pensées liées au... Ah, ça ne va pas Non, très ça ne va bien. pas, prenez vos allumettes. Je n'en ai pas. Il faudra que... Non, ben vous fumerez après l'émission. Les balustres, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Eh bien, les balustres, en somme, c'est ce que nous voyons en dessous des tables, ces pieds de table en bois tourné, Oui. n'est-ce pas, qui apparaissent dans mes tableaux, sans remplir le rôle de pieds de table. Dans le Jockey, la première toile, on le voyait très bien. Mais il y a tout de même des êtres humains dans vos œuvres. Ah, nécessairement. Des hommes, des femmes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on les voit rarement ensemble, pour ne pas dire qu'ils sont toujours seuls. L'homme est seul dans vos toiles, très souvent. Oui, mais je ne crois pas que ça ait un sens moral. Pas plus que si je montre un arbre seul dans une plaine. Je ne crois pas qu'il faille donner à ça un sens de solitude. Parce que la Parce femme également se trouve seule. Parce que s'il s'agissait de ce sentiment de solitude, ça serait peu intéressant à communiquer. Vous n'éprouvez pas, vous personnellement, le sentiment de solitude. Pas particulièrement parce que je suis entouré de tant de choses, n'est-ce pas, que je ne peux pas me considérer comme solitaire. René Magritte, est-ce que pour vous, le surréalisme est une esthétique? Ah non! Et d'ailleurs, les surréalistes se défendent bien qu'on le comprenne ainsi. Le surréalisme n'est pas une école littéraire ni une école d'art. Les surréalistes utilisent les moyens littéraires et artistiques
en vue de manifester ce que l'esprit peut dire et qui ne soit pas encore connu. Est-ce qu'il y a une position politique au surréalisme? Le surréalisme, étant donné la différence qu'il a avec la pensée bourgeoise, s'oriente nécessairement vers les idées de liberté. Et en politique, ce qui représente la liberté est nécessairement à gauche. C'est pourquoi vous avez par exemple adhéré au Parti communiste en 1945? J'ai adhéré au Parti communiste en 1945 et je croyais que, à la suite de contacts, j'aurais pu faire admettre que l'art ne devait pas être comme les communistes le comprenaient, c'est-à-dire un art de propagande. Oui. Mais j'ai échoué, comme d'ailleurs les surréalistes en France ont également échoué. Ce fut une déception. Oui, Dans une ce sens-là, tout au déception, moins. si vous voulez, mais pas tellement grande, parce que c'est dans l'ordre des choses que ça aille ainsi. Quelle est la part de la métaphysique dans votre œuvre? Ah, la métaphysique, qu'entendez-vous par métaphysique? Ben, commençons autrement. Est-ce qu'il y a une certaine angoisse? Oui, une angoisse qui peut être en même temps de la joie. Ce n'est pas nécessairement de l'angoisse. Vous êtes inquiet devant le temps qui passe? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas inquiet. Mais je pense que le monde est un mystère et que le mystère, on ne peut rien en dire et que donc ça ne peut pas être un sujet d'angoisse ni d'espérance. Magritte n'est pas un mystère au fond non plus. Ah si, Ah, nous sommes tous un mystère. Nous sommes une partie du monde qui est un mystère lui-même. alors vous et votre œuvre, c'est un peu comme une clé sans serrure, comme le dit Patrick Valberg, je crois, dans son livre. Ah oui, c'est une serrure sans clé. Ou une clé sans serrure, oui. Je vais vous poser une question indiscrète. En 1930, au Centaure, je crois que Mézens rachetait vos toiles pour 50 francs. Oui, Une toile à peu de Magritte près, aujourd'hui se l'une de vend l'autre. combien? Je ne sais pas. Ça se vend très cher, paraît-il. Vous n'avez pas connaissance. Il paraît que certains tableaux se vendent 1 million. Il paraît. Vous êtes heureux de cela? Non, ça m'est tout à fait indifférent. Bien, j'espère que longtemps encore, le surréalisme Magritte sera votre dada. Oui, pour autant que je sois dadaïste. Oui.